Donc voici le graph-set du système de paysage avec la marge ainsi fait. Et on va rapidement procéder à la simulation. Alors pour simuler ce graph-set, il faut d'abord vérifier les conditions initiales. Donc pour les conditions initiales, on nous dit que le capteur S1 doit être pressé. Donc voici le capteur S1. Je dois le presser et il faut que je valide la réceptivité M pour passer de l'étape 0 à l'étape 1. Et la réceptivité M, c'est le bouton soit qui permet de lancer le cycle. Donc vous voyez que par défaut ici, l'étape initiale du graph-set est déjà active. C'est parce qu'on l'a activé dans l'OB Startup. Donc ici, en pressant ME, je passe donc de l'étape 0 à l'étape 1. Donc l'étape 1 ici, c'est 14M1 comme action. 14M1, c'est l'électrovanne de ce distributeur. Donc lorsqu'il est excité, sa bobine crée un champ magnétique qui va déplacer le tiroir du distributeur et laisser passer l'air sous pression, qui va nous permettre de faire sortir la tige de ce vérin en fait. Donc ce vérin donc permet donc de venir serrer la pièce qui se trouve ici. Donc ici, il y a un mort au niveau de l'extrémité de la tige du vérin C1. C'est ce mort qui vient serrer la pièce avant le perçage. Ok, donc pour passer donc de l'étape 1 à l'étape 2, il faut donc que le capteur L11 soit pressé. Le capteur L11, c'est le capteur fin de course de sortie de la tige du vérin C1. Donc ici, je vais presser le capteur L11. Et lorsque je presse le capteur L11, on voit tout ce qu'on arrive à l'étape 2. Et à l'étape 2, on a deux actions qui se réalisent. On a KM1, donc le contacteur de ce moteur doit être excité. Et également, on a 14M2 qui doit être actif. 14M2, c'est l'électrovanne de ce distributeur-ci. Donc, cet électrovanne étant excité, va déplacer le tiroir du distributeur de façon à ce que l'air puisse passer comme ceci, l'air comprimé puisse passer comme ceci et faire descendre la tige du vérin. Donc, c'est en fait ça. Donc, ici, le capteur L11 va rester pressé durant tout l'exercice jusqu'à ce qu'on le relâche à la fin. OK. Donc, ici, je vais donc presser le capteur L21 parce que le capteur L21 c'est le capteur fin de course de descente de la tige de ce vérin-ci. Donc c'est lorsqu'il est pressé qu'on peut donc passer à l'étape 3. Donc ici je vais presser L21. Ok. Et vous allez remarquer que le capteur S1 reste toujours pressé. Ce capteur n'est relâché que lorsque on déplace l'ensemble du chariot plus le support pour le capteur S2. Ok, donc ici j'ai cliqué sur S21 et je suis passé à l'étape 3. L'étape 3 dit quoi? Rotation de la broche et 12M2. Ça veut donc dire que la même broche ou alors le même forêt qui est descendu pour percer la pièce doit remonter étant toujours en rotation. C'est la raison pour laquelle le contacteur KM1 est toujours actif. Donc ici j'ai donc le capteur L20 qui indique la fin de course de remontée de la tige du vérin. Donc, une fois que c'est fait, je peux donc passer à l'étape 4 en actionnant le capteur L20. Et si j'actionne le capteur L20, ça veut dire que j'ai forcément relâché le capteur L21 que je venais de toucher. Donc, ici, j'actionne L20, je relâche L21 et je passe à l'étape 4. Donc, lorsque je suis à l'étape 4, l'idée ici, c'est de translater cet ensemble-ci pour passer au poste de lamage. Parce que là, on a déjà percé la pièce. Donc, maintenant, il faut la lamer. Donc, le poste de lamage est indiqué par le capteur S2. Donc, c'est que lorsque le capteur S2 est pressé, qu'on sait qu'on est au poste de lamage. Donc, maintenant, pour déplacer cet ensemble de ce poste-ci vers le poste de lamage, il faut démarrer le moteur M3. Donc, le moteur M3 est conçu de telle sorte que son arbre entraîne une vis qui va donc tourner à l'intérieur d'un écrou. Donc, c'est un système vis-écrou en fait. Donc, lorsqu'on a un système vis-écrou, c'est du genre, c'est une liaison hélicoïdale. Donc, lorsque la vis tourne dans l'écrou, ça peut déplacer tout un ensemble et on aura affaire à un mouvement de translation en fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, au niveau de l'étape 4, on a KM3+. KM3+, c'est le contacteur premier sens de marche de ce moteur parce que c'est un moteur triphasé à deux sens de marche. Et lorsqu'on va presser le capteur S2, on va relâcher le capteur S1. Donc ici, je presse S2, je relâche S1. Et ce que vous allez remarquer, c'est que le capteur L11 reste pressé. Le capteur L20, ce qui est celui-ci, reste pressé parce que le vérin-ci est monté à sa position initiale. Maintenant, le capteur L21 doit être relâché une fois que le capteur L20 a été pressé. Maintenant que nous sommes au poste de lamage, on aura KM2 et 14M3. KM2, c'est le contacteur moteur presse à lamer, en fait. Donc, une fois que KM2 est excité, le moteur se met en rotation et attend simplement que le vérin le déplace pour le ramener vers le bas pour qu'il puisse lamer la pièce, en fait. Donc, c'est un peu ça. Et lorsque je vais donc actionner KM2 et 14M3, je vais toucher le capteur L31 pour savoir que j'ai atteint la profondeur de la marche. Donc, ici, il faut donc toucher L31. Et lorsque je touche L31, ça veut donc dire que je peux remonter avec le forêt, avec la fraise à la main en fait. Donc la remontée, ça veut donc dire quoi? Je désactive toujours L31 et j'active L30 pour dire que je suis remonté à la position de repos.
Donc là, maintenant, je suis à l'étape 7. Ici, on me dit qu'une fois que le lamage est fini, je dois revenir à la position S1 avec la pièce. Donc, comme le déplacement de cet ensemble s'est fait par la rotation du moteur dans le premier sens, pour le ramener, donc ici, il faut tourner le moteur dans le sens inverse. Donc, c'est la raison pour laquelle on a KM3- ici à la différence de KM3+. Donc, le moteur doit tourner dans le sens inverse pour que ce même système vis-écrou ramène l'ensemble vers sa position de départ, qui est indiquée par le capteur S1 que je dois presser. Et si je presse S1, je vais forcément relâcher S2 parce que ce monsieur ne sera plus pressé. Donc, je presse S1, je relâche S2 et je passe à l'étape 8. Et une fois que je suis à l'étape 8, ici, on avait un mode de serrage. Donc, le mode de serrage doit absolument relâcher la pièce pour qu'on puisse retirer le produit fini. Donc, pour relâcher la pièce, il faut donc rentrer avec la tige du vérin indiquée par le capteur L10. Donc, ici, je vais presser le capteur L10. Et lorsque je presse L10, ça veut dire que j'ai forcément relâché L11 et c'est comme ça que le cycle du graphset fonctionne. Salut à tous, voici un exercice qui concerne un système de perçage avec lamage qui est très pratique et facile à programmer dans Chia-Portal Siemens. Alors l'exercice dit ceci: ce système est utilisé dans une usine de fabrication mécanique. Il permet de percer et de lamer des pièces en acier. Le système est commandé par un micro-ordinateur et il utilise de l'énergie électrique et de l'énergie pneumatique. Alors, lorsqu'on parle d'énergie électrique ici, on fait allusion à l'alimentation via des contacteurs. Donc, pour l'alimentation des moteurs. Et l'énergie pneumatique, il s'agit des distributeurs qui alimentent les différents vérins. Donc, lorsqu'on parle d'un système de perçage avec lamage, voici ce qu'on appelle le lamage ici. Il s'agit d'une profondeur circulaire, comme vous voyez ici, de telle sorte que la tête de la vis doit aller se loger à l'intérieur. Donc, c'est ça qu'on appelle un perçage avec lamage. Et la plupart en mécanique, généralement, lorsqu'on fait un perçage avec lamage, c'est quand on sait que le trou, du moins dans le trou, on va aller loger les trucs comme les vis de pression, en fait. Donc, c'est un peu ça, le rôle du perçage avec lamage. Donc, on veut absolument cacher la tête de la vis. Donc, ici, ils ont présenté la chambre du lamage et également le lamage proprement dit. Donc, voici le lamage ici qui s'arrête ici. Ça, la chambre, c'est la profondeur du lamage. OK. Donc, au niveau du descriptif de fonctionnement du système, on dit l'action sur le bouton de départ du cycle M permet, dans l'ordre, le serrage de la pièce par l'avance du mode de serrage du vérin C1. OK, donc, voici ce qu'on appelle un mode de serrage. Je ne sais pas s'il y a certains qui ont travaillé ici sur les tours. Lorsqu'on parle, par exemple, des modes de serrage, ce sont les attrapes, dans les attrapes des pièces. Donc ici, on a un mode de serrage qui va nous permettre de maintenir la pièce de façon immobile pour permettre un perçage plus facile. Donc le mode de serrage ici, lui, est commandé par ce vérin-ci. Donc il suffit seulement de faire sortir la tige du vérin et le mode de serrage va venir attraper la pièce. Donc ici, vous allez remarquer qu'il y a déjà une butée. Donc la butée, ça veut dire que la pièce vient déjà se coincer à ce niveau et il ne reste que le côté-ci à serrer pour faciliter le perçage en fait. Donc, je continue avec le descriptif de fonctionnement. Donc, ici, on dit le perçage de la pièce serrée par la descente de l'ensemble MT1 plus forêt à l'aide du vérin C2 jusqu'à l'action du capteur L21. Donc, une fois qu'on a serré la pièce ici, il faut descendre avec l'ensemble-ci. Donc, avant de descendre avec cet ensemble, il faudrait d'abord que le moteur de la broche soit en train de tourner. Parce que si le moteur du forêt n'est pas en train de tourner, il ne pourra pas percer la pièce. Donc, il y a deux choses à faire ici. Il faut que le moteur tourne, donc KM1 doit être excité. Et également, il faut que le distributeur commande la descente de ce vérin-ci. Donc, ici, vous allez remarquer que ça, c'est un distributeur à commande électrique. Donc, ça, c'est le symbole de la commande électrique d'un distributeur. Et c'est un distributeur 4,5. C'est un distributeur 5,5 autant pour moi. Donc, si vous remarquez bien, vous allez voir qu'il y a 5 orifices et on a 2 positions. Donc, ici, les symboles des triangles là symbolisent l'arrivée des pressions ou alors l'arrivée de l'air comprimé. Donc, si je déplace par exemple ce tiroir-ci, si j'actionne 14M2, qui est l'électrovanne de ce distributeur, si j'actionne 14M2, le tiroir du distributeur va se déplacer de cette position et venir se positionner ici. Du coup, l'arrivée d'air va donc passer par cet orifice-ci et venir faire sortir la tige du vérin. Ça va donc permettre la descente de la broche. Donc, et à ce moment, on aura donc un perçage beaucoup plus fluide. Donc, c'est un peu ça. Et le perçage va se faire jusqu'à ce que le capteur L21 soit actionné. Donc, les capteurs L20 et L21 sont les capteurs fin de course de sortie et de retour de la tige du vérin C2. Donc, voilà grosso modo comment ça fonctionne ici. Et également, ici, on a les capteurs S1 et S2. Le capteur S1, c'est le capteur de position de la pièce en bas du foret de perçage. Maintenant, le capteur S2, c'est le capteur de position de la pièce en bas de la fraise à lamer. Parce qu'on finit de faire le perçage avant de venir lamer, en fait. Donc, c'est un peu ça. Et ici, on dit la montée de l'ensemble descendue jusqu'à l'action sur le capteur L20. Donc, une fois qu'on a fini avec la descente
pressé par le capteur L21, on remonte et on vient presser également le capteur L20 pour nous renseigner du fait que la tige du vérin est rentrée à sa position initiale. Okay. Donc ici, on dit le déplacement du chariot contenant la pièce percée pour le lamage par la rotation du moteur MT3, entre parenthèses, système vis-écrou. Voici ce qu'on appelle le système vis-écrou ici. Donc, c'est à ce niveau-ci. C'est ici qu'il y a un système vis-écrou. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a fini avec le perçage, il faudra que tout cet ensemble-ci, l'ensemble chariot plus pièces plus support, se déplace pour venir se positionner au poste de lamage. Maintenant, pour que cela soit fait, il faudrait absolument que le moteur M3 soit en rotation. Pourquoi? Lorsqu'on parle d'un système vis-écrou, ça veut donc dire que si je connecte la tige de la vis, si je connecte la vis sur l'arbre au moteur et que le moteur se met à tourner, ce qui va se passer, c'est que ça va se déplacer dans l'écrou. Donc, comme c'est une liaison comme c'est un mouvement hélicoïdal autant pour moi, on aura à la fois une translation et une rotation combinée. Du coup, l'ensemble va donc se déplacer comme ceci. Donc, la vis va tourner dans l'écrou. L'écrou va rester fixe, mais la vis va tourner dans l'écrou. Donc, c'est en fait ça, la technologie qui se cache derrière le système vis-écrou. Du coup, ça permet donc de translater cet ensemble-ci. Donc, c'est en fait ça. Et on dit jusqu'à l'action sur le capteur S2. Donc, comme je disais tantôt, le capteur S2, c'est le capteur de présence de la pièce en bas de la fraise à lamer. Maintenant, on dit le lamage de la pièce percée par la descente de l'ensemble MT2 plus fraise à l'aide du vérin C3. C'est la même logique ici. Donc, lorsqu'on va vouloir lamer, on va tout simplement faire descendre cet ensemble-ci. Et il faudra également que M2 soit en rotation. Donc, ici, on va activer l'électrovente 14 M3 et le distributeur va alimenter le vérin de façon à ce que la tige puisse sortir. Et pour la remonter, c'est 12 M3 qui va nous permettre de faire remonter la tige du vérin. Ok, donc le capteur fin de course de lamage, c'est L31 et ça, c'est son capteur fin de course de sortie. Et son capteur fin de course de retour, c'est L30. Donc, ça a été indiqué ici. Ici, on dit la montée de l'ensemble descendu jusqu'à l'action sur L30. Et ici, la descente, c'est jusqu'à l'action sur le capteur L31. Ok. Donc ici, on dit le recul du chariot par la rotation du moteur MT3 dans le sens inverse jusqu'à l'action du capteur S1. Ça, c'est la prochaine étape du graphe 7. Donc, une fois qu'on a fini de percer jusqu'à lamer, maintenant, il faut faire rentrer le chariot à sa position initiale. Donc, il faut absolument ramener le chariot en S1 ici. Donc, comme c'est un moteur à deux sens de marche, pour le ramener vers l'avant, il faut le faire tourner dans un sens. Prenons par exemple le sens direct. Et pour le faire ramener à ce niveau, il faut le faire tourner dans le sens indirect. Donc, c'est un peu ça qu'on est en train de dire ici. Et on a deux contacteurs ici qui gèrent le premier sens et le deuxième sens. Donc, ici, on a dit KM3+ commande l'avance de MT3 et KM3- commande le recul de MT3. Et on a les différents contacteurs KM1, KM2, KM3 qui sont les contacteurs respectifs des moteurs MT1, MT2 et MT3. Ici, on a M1, M2, M3 qui sont les différents distributeurs respectifs des vérins C1, C2 et C3. Donc, c'est-à-dire quoi? À la place de 14... Bon, ici, on a M1... On a M1, voilà. Ici, on a M1, M2 et M3 ici. OK. Donc, lorsqu'on met 14 M2, c'est tout simplement pour dire que ça, c'est l'électrovente du distributeur M2. Ici, on met 14 M3, ça, c'est l'électrovente du distributeur M3, 14 M1. Donc, c'est tout simplement une question de nomenclature. Donc, ici, après avoir reculé le chariot en MT3 jusqu'à ce que S1 soit touché, il faut donc desserrer la pièce. Puisqu'on a déjà percé et lamé, il faut donc retirer la pièce. Et je pense que le cycle va recommencer lorsque l'opérateur va encore poser la pièce ici au poste de perçage. Donc, le desserrage de la pièce par le recul du mode de serrage du vérin C1 jusqu'à l'action du capteur L10. Ensuite, le capteur L10, le capteur fin de course de retour de la tige du vérin. Donc, la seule chose qu'on nous a demandé ici, c'est de compléter le graphe 7 du point de vue partie commande, partie opérative. Donc, la seule chose qu'on nous a demandé ici, c'est de compléter le graphe 7 du point de vue partie opérative, encore appelé graphe 7 de niveau 2 du système. Donc, on a déjà un croquis ici. Et tout ce qu'on a fait, c'est remplir les différentes actions, les différentes étapes et les différentes transitions du graphe 7. OK. Donc, on va lire ça, on va relire rapidement le cahier des charges et puis on va remplir notre graphe 7. Donc, descriptif de fonctionnement du système. L'action sur le bouton de départ du cycle M permet dans l'ordre le serrage de la pièce par l'avance du mode de serrage du vérin C1. Donc, je vais venir dans Edit SAP. Je vais vous montrer le graphe 7 que j'ai fait là-bas. Donc, l'idéal pour moi, c'est de rapprocher les deux fenêtres, en fait. OK. Donc, voici le graphe 7 que j'ai fait dans Edit SAP, que j'ai complété. Et on va essayer rapidement de comprendre le travail que j'ai fait, en fait, avant d'aller programmer dans Tia Portal. Donc, ici, on dit l'action sur le bouton poussoir M permet dans l'ordre le serrage de la pièce par l'avance du mode de serrage du vérin C1 jusqu'à l'action sur le capteur L11. OK. Donc, vous allez remarquer qu'avant de presser M, j'ai mis S1 ici parce que S1, c'est le capteur qui est pressé lorsque la pièce est positionnée en bas du forêt de perçage, en fait.
Donc, il faut d'abord que le capteur S1 soit pressé pour qu'on sache que la pièce est présente en bas du forêt d'épaissage. OK. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai d'abord mis le capteur S1 ici. Et après cela, on peut donc cliquer sur M pour lancer l'ordre du cycle. Donc, lorsqu'on lance dans l'ordre du cycle, la première étape, c'est de serrer la pièce. Donc, ici, on a notre mort de serrage ici. Et pour que ce mort se rapproche de la pièce, il faut faire sortir la tige du vérin. C'est la raison pour laquelle j'ai actionné l'électrovanne 14M1. Dans l'électrovanne 14M1, lorsqu'il est actionné, il permet de déplacer le tiroir de son distributeur vers cette position-ci. Et comme l'arrivée de pression, c'est ce triangle-ci, il va donc permettre de faire passer l'air par cet orifice-ci et venir faire sortir la tige du vérin. Donc, c'est la raison pour laquelle on actionne l'électrovanne 14M1. Donc, une fois que c'est fait, la tige du vérin va sortir jusqu'à activer son capteur fin de course L11. C'est ça qu'on a ici au niveau de la transition 1 à 2. Maintenant, à l'étape 2, si on dit le paissage de la pièce serrée par la descente de l'ensemble MT1 plus forêt à l'aide du vérin C2 jusqu'à l'action du capteur L21. Donc, comme on s'est bien dit lors de l'étude du cahier des charges, on ne saurait descendre avec l'ensemble sans que le forêt ne soit en rotation. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai actionné KM1 ici. J'ai activé le contacteur KM1 pour que le moteur de la broche soit déjà en rotation. Et ici, on a 14M2 qui est l'électrovanne qui commande le distributeur du vérin C2. Donc, une fois que 14M2 et KM1 sont actifs, on aura à la fois la rotation de cette broche-ci et on aura la descente de l'ensemble pour le paissage. Donc, la descente se fera jusqu'à la course limite de L21. Donc, L21, c'est le capteur fin de course de descente de cet ensemble-ci. Ok, donc une fois que L21 est touché, il faudra remonter avec l'ensemble. Et lorsqu'on fait un paissage, lors de la remontée, il faut toujours se rassurer que la broche est toujours en rotation, au risque que cette broche reste au fond du trou en fait. Donc c'est un peu ça. Et ici, on a notre capteur L21 qui est le capteur fin de course de descente et L20 qui est le capteur fin de course de remontée. Donc c'est la raison pour laquelle lors de la montée, j'ai activé KM1 parce qu'il faut que la broche soit toujours en rotation. Et la deuxième méthode aurait été de venir ici mettre KM1 et on fait juste un set de KM1. Comme ça, après on va aller resetter ça en bas au niveau des dernières étapes du graph set. Donc il y a deux méthodes. J'ai préféré laisser comme ceci. Pourquoi? Parce qu'on nous a simplement demandé de compléter le graph set. Donc là, on a les deux cases. Il fallait remplir comme ils ont demandé. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas utilisé la méthode de cette recette. Mais sinon, c'est l'une des méthodes qui marche bien avec ce genre d'automatisme. Donc, pour passer donc de l'étape 2 à l'étape 3, ici on a L21, donc on remonte à la tête de la broche. On a 12M2. 12M2, c'est l'électrovanne C. Donc, lorsqu'il est alimenté, il déplace le tiroir du distributeur dans ce sens. Et ce qui se passe, c'est que la pression d'air va donc passer comme ceci et faire remonter la tige du vérin. Ok, donc à cet instant, le capteur L20 sera donc pressé et on pourra passer à l'étape suivante. Donc là, le paissage vient d'être terminé. Il faut donc procéder au lamage. Le lamage se fait lorsque le capteur S2 est pressé. Donc on va quitter du capteur S1 pour se rapprocher du capteur S2. Donc ce qu'il faut donc faire, c'est actionner le moteur M3. Donc c'est la raison pour laquelle à l'étape 4, j'ai KM3+. Donc KM3+, c'est un contacteur qui gère le premier sens de marche du moteur M3. Donc lorsqu'il est actionné, il s'arrête lorsque le capteur S2 est pressé. Donc, lorsque S2 est donc pressé, on aura donc le lamage qui va donc commencer ici à l'étape 5. Donc, à l'étape 5, on aura KM2 et 14M3. KM2, c'est le contacteur moteur de M2 ici. Donc, lorsque KM2 est actif, le moteur 2 tourne. Et lorsque 14M3, l'électrovanne 14M3 est activé, on a le déplacement de ce tiroir dans ce sens-ci. Et l'arrivée d'air va donc passer comme ceci et venir faire sortir la tige du vérin pour forcer la descente. Donc, à l'étape 6, on a 14M2 et 12. À l'étape 5, autant pour moi, on a KM2 et 14M3. Donc, tout cet ensemble-ci va donc descendre jusqu'à toucher le capteur L31. Donc, voici le capteur fin de course L31. C'est le capteur qui indique exactement la profondeur maximale du lamage. Donc, vous allez remarquer que L31 est même plus bas que L21 parce que justement, c'est en fonction des besoins spécifiques du système, quoi. Donc, on a voulu que le capteur L31 soit plus bas pour que le lamage soit un peu plus profond. Donc, ici, nous sommes à L31. Ça veut dire qu'on est descendu avec la tête de la fraise à lamé et que le lamage a déjà été fait. Donc, il faut donc remonter avec la fraise à lamé. Donc, la remontée se fait donc par le biais de KM2 et 12M3. Donc, KM2, c'est toujours ce moteur-ci, donc il doit toujours être en rotation lors de la remontée. Et 12M3, c'est l'électrovanne de ce distributeur. Donc lorsqu'il est actionné dans ce sens, il déplace le tiroir de ce côté et on a donc l'arrivée d'air qui arrive comme ceci. Donc on aura simplement la remontée et
le moteur sera toujours en rotation. Donc, et donc la remontée de la tige du virun est renseignée par le capteur L30. Donc, c'est ça qu'on a donc à ce niveau ici, au niveau de la transition 6-7. Donc, à l'étape 7, on aura donc KM3-. Pourquoi? Parce que ici, on a dit la recul du chariot par la rotation du moteur MT3 dans le sens inverse jusqu'à l'action du capteur S1. Une fois qu'on a fini avec le lamage, on n'a plus rien à faire au niveau du poste de lamage. Donc, il faut retourner à sa position initiale qui est S1. C'est la raison pour laquelle on active le deuxième sens de rotation de ce moteur parce que le premier sens a servi de déplacer l'ensemble jusqu'au poste de lamage. Le deuxième sens nous permet donc de roter, de faire ramener la pièce à sa position initiale. Donc, le moteur tourne en sens inverse. Et comme c'est un système vis-écrou, il doit obéir. Donc, ici, on a KM3- et ici, on a S1 qui nous indique que l'ensemble s'est déplacé jusqu'à revenir à sa position initiale indiquée par S1. Et une fois que c'est bon, on peut donc desserrer les morts de serrage. Donc, lorsqu'on desserre dans les morts de serrage, on va se rendre compte que le capteur L10 est pressé parce qu'il a été lâché dès le départ lorsqu'on a serré la pièce avec les morts de serrage en fait. Donc, ici, on a 12M1 qui est responsable de cela. Donc, cette électrobande qui permet de desserrer la pièce en fait. Donc, c'est un peu ça. Et on a le capteur L10 qui nous renseigne sur cette information-là. Donc, venons rapidement du côté de Chia Portal et on essaye de programmer cet automatisme. Donc, la première étape ici, c'est tout simplement d'ouvrir Chia Portal VCS. Ok, donc on va aller sur créer un projet. Le nom du projet, on va appeler ça système de perçage avec lamage. Système automatisé de perçage avec lamage. On va enregistrer ça au bureau, on clique sur créer. Ok, donc on va aller sur configurer un appareil, on choisit un CPU. Contrôleur Simatic S7200. On prend un CPU 1212 DC. On prend la dernière version. Ok, donc une fois que tu as Portal ouvert, la première chose à faire, c'est de déclarer les différentes variables qu'on va utiliser. Donc lorsqu'on veut déclarer les variables, on vient tout simplement au niveau du graph7 et on regarde toutes les variables qu'il nous faut. Le graph7 se trouve à quel niveau? Dans Edit SAP. Ok. Donc lorsque je suis dans Edit SAP, toutes les entrées sont les transitions et les sorties, ce sont les actions. Donc je dois prendre une transition à la fois. Donc s'il y a une transition qui se répète, je vais l'utiliser une seule fois. Par exemple, ici j'ai S1 et également j'ai S1 ici. Ça ne veut pas dire que je dois déclarer S1 deux fois. Je vais déclarer S1 une seule fois. Donc comme entrée, j'ai S1, j'ai S2, j'ai L11, j'ai L21, L20, L31, L30 et L10. Ok. Donc je vais mettre deux tables de variables. Une table des entrées et une table des sorties. Donc la première, j'appelle ça table des entrées. La deuxième, je vais nommer ça table des sorties. Ok. Donc au niveau de la table des entrées, ici j'ai S1, j'ai S2. Ce sont les adresses mémoire parce que je suis en train de vouloir simuler avec l'IHM. Donc je ne vais pas laisser les pourcentages I. Ok. Donc ici j'ai L10, L11, L20, L21, L30, L31 et enfin j'ai M pour lancer le cycle. Ok. Donc concernant dans les sorties, pour les sorties, qu'est-ce que j'ai? J'ai 14M1, 14M2, 12M1, 12M2, 14M3, 12M3. Ok. Et il y a également KM1, KM2 et KM3. Donc je commence par les contacteurs moteurs. Donc, ici je mets KM1. Je viens au niveau des adresses, je mets pourcentage M. Commencer à pourcentage M2.0 par exemple. Et ici j'ai KM1, KM2 et KM3. Ici j'ai 14M1. Donc je peux faire une recopie pour avoir 14M2 et 14M3. Ensuite j'ai 12M1. Je fais la recopie pour avoir 12M2 et 12M3. Ok. Donc je pense que voici toutes les sorties que je suis supposé utiliser. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 9 sorties. Ok. Donc je vais déclarer une variable graph7 qui va porter à chaque fois l'étape active du graph7. Donc cette variable, c'est une variable entière parce qu'elle doit porter plusieurs chiffres. Donc c'est la raison pour laquelle ça ne peut pas être une variable booléenne. Donc mettons par exemple pourcentage MW5 et on vient ici dans le bloc de programme. Donc au niveau du bloc de programme, il faut initialiser notre graph7 dans l'OB Startup. Donc vous partez dans ajouter un nouveau bloc, vous partez dans l'OB Startup, vous initialisez le graph7.
Ok, donc l'initialisation du graph 7 en programmation Siemens se fait soit par le biais d'un bloc move, soit on initialise avec la méthode set reset directement ici dans l'OB Startup. L'idéal, c'est que ça soit dans l'OB Startup parce qu'il est équipé de la technologie du first scanning. Donc lui, il s'exécute une seule fois. Et la prochaine fois qu'il va s'exécuter sera lorsqu'on va faire un stop run de PLC Sim. Donc ici, j'initialise mon graph 7 à l'étape 0. Je viens d'amener OB1. Je mets ici transition et étape. Donc ici, je programme les transitions et les étapes et j'ajoute une autre ligne. Ici, je vais programmer les actions. OK. Donc, pour la programmation des transitions, on va regarder rapidement le graph 7. Pour programmer la transition et l'étape 1, du moins pour passer de l'étape 0 à l'étape 1, il faut que l'étape 0 soit active et que cette réceptivité soit vraie. Ça, c'est la logique du graph 7. Donc, je vais venir ici, je prends un comparateur. Je compare le graph 7 à l'étape 0 et j'utilise deux contacts normalement ouverts pour valider les réceptivités. Donc ici j'ai S1, ici j'ai ME et je vais prendre un bloc move pour activer l'étape 1 du graph 7. Ok. Donc ici je peux venir ajouter d'autres lignes parce que j'ai plusieurs transitions que je dois valider. Ok. Donc je peux copier toute cette ligne-ci, CTRL C, CTRL V. Ici je compare le graph 7 à l'étape 1 et lorsque je suis à l'étape 1, la réceptivité que j'ai entre 1 et 2, c'est L11. Donc ici, je vais faire L11 et ça me permet d'activer l'étape 2. Ok, je continue, CTRL C, CTRL V. Je compare le graph 7 à l'étape 2 et pour passer de 2 à 3, j'ai L21. Donc ici, j'ai L21. Ça me permet d'activer l'étape 3. Je continue. Pour passer de 3 à 4, qu'est-ce que j'ai? J'ai L20. De 4 à 5, j'ai S2. Ici, j'ai L20. Ici, j'ai 4. Maintenant, de 4 à 5, j'ai S2. Ok. Donc, de 5 à 6, j'ai L31. Donc, de 5 à 6, ici, j'ai L31. De 6 à 7, qu'est-ce que j'ai? J'ai L30. Et de 7 à 8, j'ai S1. Ici, j'ai L30. De 7 à 8, j'ai S1. Ok. Donc, ici, c'est de 6 à 7. Ici, c'est de l'étape 7 à l'étape 8. Et enfin, j'ai de l'étape 8 à l'étape 0. Donc, de 8 à 0, j'ai L10. Ok. Donc, ici, je mets 8 et ici, je mets 0. Ici, j'ai L10. Ok. Donc là, je viens de finir avec la programmation des transitions et des étapes. Je viens donc au niveau de la programmation des actions. Donc, pour programmer l'action associée à une étape, il faut d'abord dire au graph 7 à quelle étape il se trouve en fait. Donc, je ne peux pas venir ici, je programme l'action associée à l'étape 1 lorsque le graph 7 est à l'étape 5. Ça ne marche pas. Donc, l'action associée à l'étape 1, je compare d'abord le graph 7 à l'étape 1 avant de valider cette action. Donc, ici, je compare le graph 7 à l'étape 1 et je prends une bobine pour valider l'action. L'action, c'est 14M1. Donc, ici, j'ai 14M1. Ici, je vais créer plusieurs autres lignes. CTRL C, CTRL V. Ici, je compare le graph 7 à l'étape 2. Lorsque je compare le graph 7 à l'étape 2, j'ai KM1 et 14M2. Donc, ici, j'ai KM1 et ici, j'ai 14M2. OK. Donc, lorsque je suis à l'étape 3, j'ai KM1 et 12M2. Donc, je vais encore ajouter une branche ici. J'ai KM1. Ici, j'ai 12M2. OK. Je continue. Je passe donc à l'étape 4. À l'étape 4, qu'est-ce que j'ai? J'ai KM3+. Donc ici, je suis à l'étape 4. Ici, j'ai KM3+. Oh là là, je constate qu'au niveau des sorties, je n'ai pas déclaré KM3+. Donc à la place de KM3, j'aurais plutôt KM3+ ici. OK. Et également, j'aurai KM3-. Je vais mettre KM3- ici. OK.
Donc j'ai KM3 plus et KM3 moins. Ok. Là, je viens d'enregistrer les modifications. Je reviens dans main OB1. Donc à l'étape 4, j'ai KM3 plus. C'est ça que je vais prendre. À l'étape 5, j'ai KM2 et 14M3. À l'étape 6, j'ai KM2 et 12M3. Donc, je fais les deux rapidement. Donc, ici, j'ai KM2. Et ici, j'ai 14M3. Donc ça, c'est l'étape 5. À l'étape 6, j'ai KM2 et 12M3. Ok. Donc là, maintenant, je passe à l'étape 7. À l'étape 7, j'ai KM3-. Et à l'étape 8, j'ai 12M1. Donc, je peux copier cette ligne ici. À l'étape 7, j'ai KM3-. Et à l'étape 8, j'ai 12M1. Ok. Donc 12M1, c'est pour desserrer l'étau de serrage. C'est pour desserrer le mode de serrage, autant pour moi. Donc là, je viens de finir avec la programmation du graph 7. Je vais enregistrer. Je vais lancer PLC Sim. Ok, donc je vais ouvrir l'IHM. Je vais aller dans Ajouter un appareil. Je choisis un IHM pour simuler mon automatisme. Donc je prends un confort panel, écran de 12 pouces. Ici, on fait la liaison Ethernet avec le PLC. En cliquant sur Parcourir, on double-clique sur PLC 1 et on clique sur Terminer. Ok, donc ici, on va prendre l'outil image. Donc, lorsqu'on vient dans Objet de base, on a un outil image ici qui nous permet d'importer les images qui sont déjà dans les fichiers de la machine. Donc, on va importer le graph 7 que j'ai au niveau du bureau. Donc, c'est une image qui mélange à la fois le graph 7 et les synoptiques du système. Donc, lorsqu'on positionne l'outil image sur l'IHM, on double-clique dessus. Et si ça s'ouvre, on vient tirer ici en bas. Et on part dans Général. On vient ici importer le fichier. Donc ici, c'est une miniature que j'avais déjà construite. On va tout simplement cliquer sur Ouvrir. Ok. Ici, on va faire Appliquer. Et tout ce qu'on aura à faire maintenant ici, c'est valider les différentes étapes de ce graph 7. Donc, on va essayer de serrer légèrement cette image ici. Voilà. Parce que ici, à l'extrême gauche, on aura les différentes combinaisons des entrées. Parce que c'est en faisant les combinaisons des entrées qu'on peut valider les sorties. Ok. Donc, je vais légèrement agrandir. Donc, je vais prendre un rectangle ici. Je viens ici, à l'extrême gauche. Je dessine ça comme ceci. Ici, je vais double-cliquer. Je vais prendre un fond. Prenons par exemple un fond vert, comme ceci. Bon, c'est un fond qui frappe un peu trop. C'est mieux de prendre un fond blanc. Oui. Ok. Donc ici, je vais mettre les différents boutons pour commander les entrées de l'automate. Donc je vais prendre un bouton dans éléments. Je viens ici, je glisse comme ceci. Et lorsque je regarde la liste de mes entrées, je peux aller rapidement dans la table des entrées. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc j'aurai besoin de 9 boutons pour commander les entrées. Donc l'idéal serait de paramétrer le premier bouton et de faire la recopie pour que les autres boutons héritent des paramètres du premier. Donc là, je passe sur propriété. Je pars dans événements. Ici, je vais prendre l'événement inversé bit parce que tous les boutons là seront comme des switches. Donc, c'est à moi de les faire passer à 1 et de les faire rentrer à 0. Donc, là, je suis à inversé bit. Je vais prendre la variable S1. C'est dans la table des entrées et double-clic dessus. OK. Ici, je vais nommer le bouton S1 et je viens dans animation.
Donc, je viens d'avoir dans propriété. Je change la couleur du bouton. Donc, je pars dans style de motif de remplissage plein. Ici, je prends cette couleur marron. Et je viens dans événements. Donc, au niveau de la largeur du bouton, on peut mettre ça par exemple à 4 et on met la couleur des bordures en noir. Ok. Donc, une fois que c'est fait, on vient dans animation. Dans animation, on cherche la variable S1 et on va dire que chaque fois que S1 sera 1, tu vas passer au vert. Ok. Donc, c'est un peu ça. Donc, tous les autres boutons vont hériter de la même configuration de celui-ci. Donc, l'idéal pour moi, c'est de faire la recopie. Donc, j'utilise la touche CTRL et je tire avec le clic gauche de la souris. Donc, là, je viens de recopier le premier, deuxième, troisième. Ok, donc je vais rapidement nommer toutes mes entrées. Ici, j'ai S2. Qu'est-ce que j'ai encore? Je regarde la table des entrées. S1, S2, L10, L11. Ok. Donc ici, j'ai L10. Ici, j'ai L11. Ici, j'ai L20. Ici, j'ai L21. Ici, j'ai L30. Ici, j'ai L31. Ici, j'ai M. Ok. Donc, je vais effacer le dernier bouton. Je sélectionne tous les boutons. Je vais mettre la taille 25. Je vais essayer d'agrandir légèrement. Ok, donc ici je fais l'alignement vertical. J'essaye de positionner les boutons dans tous les rectangles. Ok, donc une fois que c'est bon avec les différents boutons de commande, je vais copier toutes les variables d'entrée. Donc ici je copie tout ça, CTRL-C. Je viens dans variable IHM. Je vais coller ça là-bas pour que ça me facilite le travail. Ok, donc S1 était déjà présent, ça crée une duplication, j'ai effacé. Ici, je vais également copier les variables de sortie. Donc, je sélectionne tout ça. CTRL-C. Je viens dans les variables IHM. Et je vais coller ça ici. Ok. Donc, j'ai KM1 jusqu'à 12 M3. Ok. Donc, ça va me faciliter la tâche pour vite repérer les variables là du côté IHM. Donc, je reviens ici dans ma vue racine. Je viens de faire l'assignation des variables du bouton S1. Ok. Donc, je fais pareil avec pour S2. Ici, je vais juste chercher S2. Ici, je vais chercher L10. Ici, c'est L11. Ici, c'est L20. Ici, c'est L21. Ici, on a L30. Ici, on a L31. Et ici, on a M. OK. Je vais maintenant du côté événement. Du côté des événements, ici, on a S2. Ensuite, on a L10. Ensuite, on a L11. Je continue. Ensuite, on a L20. Donc, tous les boutons aussi sont les bistables. Le seul qui est monostable, c'est M. Donc, lorsque je serai à M, je vais modifier la configuration. Donc, ici, j'ai L21. Ici, j'ai L30. Et enfin, j'ai L31. Ok, donc M6 c'est un monostable. Donc, il est configuré en pressé relâché. Pressé, c'est mise à 1 du bit. Et relâché, c'est remise à 0 du bit. C'est-à-dire RAZ bit. Et ici, je prends M. Je prends pressé, M à relâché. Ok. Maintenant, pour les voyants des étapes actives, je viens ici, je prends le voyant ici. Je le positionne comme ceci. Je cherche la couleur de fond blanche.
Ok, donc ici, je vais aller dans animation, je pars dans représentation, je cherche la variable graph7, je viens dans variable API, table des variables standard, je double-clique, je prends la variable graph7 et je dis que chaque fois que cette variable, du moins chaque fois que cette variable vaut 0, que la couleur de fond de ce cercle soit vert. Ok. Donc là, je viens de configurer pour le premier. Je vais faire la recopie pour le reste. Donc ici, je fais tout simplement la recopie. Ok, donc je vais attribuer les numéros correspondants. Donc ici, c'est 0, ici, c'est 1. Donc ici, je vais mettre 1. Ici, je vais mettre 2. Ici, c'est 3. Ici, c'est 4. Ici, c'est 5. Ici, on a 6. Ici, c'est 7. Et enfin, ici, on a 8. Ok. Donc, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est gérer l'alignement vertical de ces boutons, de ces différents voyants. Je les rapproche des étapes. Ok. Donc, une fois que c'est fait, je vais donc double-cliquer dessus. L'idéal pour moi, c'est que les cercles là ne s'affichent pas tant que l'étape n'est pas active. Donc, je vais réduire la largeur de la bordure à 0 pour que ça reste invisible. Ok. Donc, je vais enregistrer. Maintenant, les voyants pour les actions. Pour les actions, il faut simplement prendre les rectangles ici. Donc, j'ai pris le premier rectangle. Ok, donc je disais tantôt que pour les actions, il faut prendre les rectangles dans objet de base. Donc ici, j'ai pris le premier rectangle. Je viens le positionner comme ceci. Je vais essayer de l'aligner autant que possible. Je double-clique dessus. Je cherche le fond blanc. Ok. Dans le voyant, on va lui donner pas dans animation, représentation. Ok. Donc ici, on va chercher la variable 14M1. C'est une variable de sortie. Ouais, ici, je pars dans la table des sorties. J'ai même déjà mis ça dans l'IHN. Ici, je cherche 14M1. Et je dis que chaque fois que 14M1 est actif, tu me sors la couleur orange. Ok. Donc ici, je viens d'importer la variable 14M1 pour ce rectangle. Donc je vais faire la recopie pour le reste. Ok. Donc ici, j'ai mis KM1. Ici, je vais mettre égal. Je vais laisser également KM1. Bon, c'est vrai que KM1 a déjà été choisi. Ici, je vais prendre plutôt 12M2. 12M2. Ici, je prends KM3+. Et ici, je prends KM2. Ici, je prends KM2. Ici, je vais choisir 12M3. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que normalement, ici, il faut mettre un rectangle pour chaque action. Le problème, c'est que je ne veux pas saturer l'espace. Alors, je prends juste un rectangle, je mets juste pour matérialiser que l'action est en train de s'effectuer lors du déroulement du graph7. Donc, ici, je vais prendre KM3-. KM3-. Ça, c'est pour le deuxième sens de marche du moteur. Et ici, j'ai 12M1. OK. Donc là, je viens de finir avec l'assignation des variables. Je sélectionne tout ça. Et je vais aller mettre également la taille des bordures à 0 pour que ça reste invisible. Donc ça ne doit s'afficher que lorsque le graph7 sera en cours en fait. Ok, donc ici je vais cliquer sur enregistrer. Ok, donc il y a une modification qui doit être faite sur le graph7. Celle des actions associées aux différentes étapes-ci. Donc ici j'ai KM1, KM1, ici j'ai KM2, KM2. Donc l'idéal pour moi c'est d'associer les voyants des actions aux variables 14M2 et 12M2, 14M3 et 12M3, vu que ce sont des variables qui ne se répètent pas. Ça va me faciliter l'animation. Donc ici, je vais prendre plutôt 14M2 à la place de KM2.
de KM1. Ici, je prends 14 M2. Ici, je prends 12 M2, c'est bon. Ici, je prends 14 M3. OK. Et ici, je prends 12 M3. Là, c'est bon. Ici, j'ai pris KM3 moins, c'est bon. Ici, j'ai pris 12 M1. OK. Donc là, c'est bon. Je peux donc enregistrer mon travail. Je relance ma simulation. Ici, on va passer PSSI en mode stop on pour initialiser la simulation. Ici, on va passer en liaison en ligne. Et on va également activer la visualisation du code pendant la simulation. Donc voici le graph set du système de paysage avec la marge ainsi fait. Et on va rapidement procéder à la simulation. Alors pour simuler ce graph set, il faut d'abord vérifier les conditions initiales. Donc pour les conditions initiales, on nous dit que le capteur S1 doit être pressé. Donc voici le capteur S1. Je dois le presser et il faut que je valide la réceptivité M pour passer de l'étape 0 à l'étape 1. Et la réceptivité M, c'est le bouton soit qui permet de lancer le cycle. Donc vous voyez que par défaut ici, l'étape initiale du graph set est déjà active. C'est parce qu'on l'a activé dans l'OB Startup. Donc ici, en pressant ME, je passe donc de l'étape 0 à l'étape 1. Donc l'étape 1 ici, c'est 14 M1 comme action. 14 M1, c'est l'électrovanne de ce distributeur. Donc lorsqu'il est excité, sa bobine crée un champ magnétique qui va déplacer le tiroir du distributeur et laisser passer l'air sous pression, qui va nous permettre de faire sortir la tige de ce vérin en fait. Donc ce vérin donc permet donc de venir serrer la pièce qui se trouve ici. Donc ici il y a un mort au niveau de l'extrémité de la tige du vérin C1. C'est ce mort qui vient serrer la pièce avant le perçage. Ok, donc pour passer donc de l'étape 1 à l'étape 2, il faut donc que le capteur L11 soit pressé. Le capteur L11, c'est le capteur fin de course de sortie de la tige du vérin C1. Donc, ici, je vais presser le capteur L11. Et lorsque je presse le capteur L11, on voit tout ce qu'on arrive à l'étape 2. Et à l'étape 2, on a deux actions qui se réalisent. On a KM1, donc le contacteur de ce moteur doit être excité. Et également, on a 14M2 qui doit être actif. 14M2, c'est l'électrovanne de ce distributeur-ci. Donc, cette électrovanne étant excitée, va déplacer le tiroir du distributeur de façon à ce que l'air puisse passer comme ceci, l'air comprimé puisse passer comme ceci et faire descendre la tige du vérin. Donc, c'est en fait ça. Donc, ici, le capteur L11 va rester pressé durant tout l'exercice jusqu'à ce qu'on le relâche à la fin. OK. Donc, ici, je vais donc presser le capteur L21 parce que le capteur L21, c'est le capteur fin de course de descente de la tige de ce vérin-ci. Donc, c'est lorsqu'il est pressé qu'on peut donc passer à l'étape 3. Donc, ici, je vais presser L21. OK. Et vous allez remarquer que le capteur S1 reste toujours pressé. Ce capteur n'est relâché que lorsque on déplace l'ensemble du chariot plus le support pour le capteur S2. Ok, donc ici j'ai cliqué sur S21 et je suis passé à l'étape 3. L'étape 3 dit quoi? Rotation de la broche et 12M2. Ça veut donc dire que la même broche ou alors le même fourré qui est descendu pour percer la pièce doit remonter étant toujours en rotation. C'est la raison pour laquelle le contacteur KM1 est toujours actif. Donc ici j'ai donc le capteur L20 qui indique la fin de course de remontée de la tige du vérin. Donc, une fois que c'est fait, je peux donc passer à l'étape 4 en actionnant le capteur L20. Et si j'actionne le capteur L20, ça veut dire que j'ai forcément relâché le capteur L21 que je venais de toucher. Donc, ici, j'actionne L20, je relâche L21 et je passe à l'étape 4. Donc, lorsque je suis à l'étape 4, l'idée ici, c'est de translater cet ensemble-ci pour passer au poste de lamage. Parce que là, on a déjà percé la pièce. Donc, maintenant, il faut la lamer. Donc, le poste de lamage est indiqué par le capteur S2. Donc, c'est que lorsque le capteur S2 est pressé, qu'on sait qu'on est au poste de lamage. Donc, maintenant, pour déplacer cet ensemble de ce poste-ci vers le poste de lamage, il faut démarrer le moteur M3. Donc, le moteur M3 est conçu de telle sorte que son arbre entraîne une vis qui va donc tourner à l'intérieur d'un écrou. Donc, c'est un système vis-écrou en fait. Donc, lorsqu'on a un système vis-écrou, c'est du genre, c'est une liaison hélicoïdale. Donc, lorsque la vis tourne dans l'écrou, ça peut déplacer tout un ensemble et on aura affaire à un mouvement de translation en fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, au niveau de l'étape 4, on a KM3+. KM3+, c'est le contacteur premier sens de marche de ce moteur parce que c'est un moteur triphasé à deux sens de marche. Et lorsqu'on va presser le capteur S2, on va relâcher le capteur S1. Donc ici, je presse S2, je relâche S1. Et ce que vous allez remarquer, c'est que le capteur L11 reste pressé. Le capteur L20, ce qui est celui-ci, reste pressé parce que le vérin-ci est monté à sa position initiale. Maintenant, le capteur L21 doit être relâché une fois que le capteur L20 a été pressé. Maintenant que nous sommes au poste de lamage,
on aura KM2 et 14M3. KM2, c'est le contacteur moteur fraise à lame, en fait. Donc, une fois que KM2 est excité, le moteur s'il se met en rotation et attend simplement que le vérin le déplace pour le ramener vers le bas pour qu'il puisse lamer la pièce, en fait. Donc, c'est un peu ça. Et lorsque je vais donc actionner KM2 et 14M3, je vais toucher le capteur L31 pour savoir que j'ai atteint la profondeur de la marche. Donc ici, il faut donc toucher L31. Et lorsque je touche L31, ça veut donc dire que je peux remonter avec le forêt, avec la fraise à la main en fait. Donc la remontée, ça veut donc dire quoi? Je désactive toujours L31 et j'active L30 pour dire que je suis remonté à la position de repos. Donc là maintenant je suis à l'étape 7. Ici on me dit qu'une fois que le lamage est fini, je dois revenir à la position S1 avec la pièce. Donc comme le déplacement de cet ensemble s'est fait par la rotation du moteur dans le premier sens, pour le ramener, donc ici il faut tourner le moteur dans le sens inverse. Donc c'est la raison pour laquelle on a KM3- ici à la différence de KM3+. Donc le moteur doit tourner dans le sens inverse pour que ce même système vis écrou ramène l'ensemble vers sa position de départ qui est indiquée par le capteur S1 que je dois presser. Et si je presse S1, je vais forcément relâcher S2 parce que ce monsieur ne sera plus pressé. Donc je presse S1, je relâche S2 et je passe à l'étape 8. Et une fois que je suis à l'étape 8, ici on avait un mode de cirage. Donc le mode de cirage doit absolument relâcher la pièce pour qu'on puisse retirer le produit fini. Donc pour relâcher la pièce, il faut donc rentrer avec la tige du vérin indiquée par le capteur L10. Donc ici je vais presser le capteur L10. Et lorsque je presse L10, ça veut dire que j'ai forcément relâché L11 et c'est comme ça que le cycle du graphset fonctionne. Donc, pour simuler le graphset, il faut simplement suivre ces étapes jusqu'à ce que le cycle recommence. Donc, je crois que j'ai bien expliqué le fonctionnement de cet automatisme. Merci à tous ceux qui m'ont parfaitement suivi. Je vous exhorte de reprendre ce tutoriel par vous-même et ça va me permettre de mieux avancer dans mes exercices parce que lorsque vous reprenez, ça évite de poser beaucoup de questions. Ça me permet d'avancer un peu plus vite avec ceux qui sont en train de me suivre. Donc, on va se dire à la prochaine pour un autre tutoriel parce que ça sera toujours un système de perçage. Mais dans ce tutoriel, on va faire la différence entre les différents types de graphset. Donc, graphset point de vue, partie commande, partie opérative et graphset de point de vue système. Donc, on va faire cette différence-là dans cet exercice-là.